Au cœur de l'Afrique, un combat silencieux mais explosif se prépare. Un combat où l'eau est plus précieuse que l'or. L'Égypte, un géant dépendant du Nil, face à l'Éthiopie, qui ose redéfinir les règles du jeu avec le grand barrage de la Renaissance. Que se passe-t-il quand un pays décide de contrôler le flux d'un fleuve qui nourrit des millions de personnes en aval? Des tractations internationales à l'ombre de la guerre, des traités du passé qui hantent le présent, et un avenir incertain qui pourrait déclencher le plus grand conflit africain de l'histoire. Plongé dans un récit de survie, de pouvoir et de politique internationale, découvrez les enjeux qui se cachent derrière chaque goutte d'eau du Nil. L'Égypte, c'est le Nil, et le Nil, c'est l'Égypte. Ces mots évoquant la civilisation égyptienne depuis des millénaires restent pertinents aujourd'hui. Les frontières politiques dessinées sur les cartes ne reflètent pas fidèlement la forme réelle de l'Égypte, qui ressemble plutôt à ceci. Actuellement, l'Égypte compte plus de 105 millions de personnes, avec 95% d'entre elles vivant le long des rives du Nil ou dans la région du Delta au nord, où ce fleuve majestueux se jette dans la Méditerranée. Près de cette zone extrêmement fertile se trouve le Caire, métropole dont la population dépasse aujourd'hui 20 millions d'habitants, faisant d'elle la plus grande aire urbaine d'Afrique et la 6e mondiale. Ces réalités font de l'Égypte un cas unique. Depuis l'espace, la nuit, aucun autre pays ne montre un modèle de peuplement aussi clairement visible. Aucun fleuve ne dessine un chemin aussi manifeste. Le Nil apparaît comme une bande lumineuse qui tranche à travers l'immense désert du Sahara, serpentant entre les civilisations denses. Le Sahara, l'un des environnements les plus arides et inhospitaliers pour l'humanité, s'étend comme un vaste océan de sable où l'eau se fait rare. Il a longtemps constitué une barrière implacable, isolant le monde méditerranéen de l'Afrique subsaharienne, et continue aujourd'hui de marquer une frontière géographique significative entre le nord et le sud. Cependant, traversant cette étendue désolée, le Nil dessine l'oasis le plus vaste du monde à travers les sables de l'Égypte. Depuis des millénaires, le Nil a été bien plus qu'une source d'eau presque inépuisable pour les terres désertiques qui l'entourent. Il a aussi transporté des nutriments et minéraux précieux depuis les profondeurs de l'Afrique. Lors des crues, ces éléments fécondaient les rives, enrichissant les sols adjacents. Cette plaine inondable, bien qu'étroite, s'étendait en longueur, gorgée d'engrais naturels et de réserves d'eau abondantes, indépendante des précipitations incertaines et baignée par un climat ardent. En somme, c'était l'un des terrains les plus propices à l'agriculture à grande échelle, capable de nourrir une population urbaine immense et en constante augmentation. Le cadre géographique du Nil, au cœur du Sahara autrement aride, a procuré à la civilisation égyptienne des avantages uniques, contrairement à d'autres civilisations des vallées fluviales comme celle des Tigres-Euphrate ou de l'Indus. Les déserts entourant le Nil ont offert une barrière naturelle formidable contre les invasions. Depuis le delta du Nil, il faut parcourir près de 1000 km à travers le désert inhospitalier vers l'ouest avant d'atteindre une zone comme Benghazi en Libye. Capable de soutenir une population urbaine grâce à ses précipitations suffisantes. Envoyer une armée ou un groupe de raids à travers 1000 km de désert vide était un défi colossal, même avec les techniques modernes comme les chars et les camions, et bien plus encore dans l'Antiquité. À l'est du delta du Nil, la péninsule du Sinaï étend ses terrains presque aussi inhospitaliers et vides que le Sahara, constituant ainsi un autre obstacle naturel majeur pour les armées. Au nord, la barrière de la mer Méditerranée, et au sud, la vallée du Nil qui se rétrécit, serpentant sur plus de 1000 km à travers le désert. Les envahisseurs venant du sud sont donc confrontés à un dilemme, traverser le désert hostile ou emprunter la route riche mais étroite du Nil. Cependant, du fait de sa faible largeur, le Nil peut être aisément défendu grâce aux fortifications érigées par des civilisations qui se sont développées autour de ses rives en Égypte. En résumé, le Nil forme la plus vaste et la plus fertile des oasis à travers l'Égypte, une oasis ardue à infiltrer pour toute force extérieure. Cela a permis l'émergence et la survie d'une riche civilisation agricole, qui a prospéré en quasi-isolation du reste du monde pendant des millénaires. Jusqu'au XXe siècle, la vallée du Nil en Égypte était l'une des régions les plus densément peuplées du monde, un témoignage de son exceptionnelle capacité à soutenir une vie humaine florissante. Ce n'est que récemment que la densité de population de la vallée du Nil a été surpassée par celle du delta du Gange, entre le Bangladesh moderne et le Bengale occidental en Inde. Pendant des millénaires, le Nil en Égypte a constitué l'un des centres agricoles les plus productifs du monde. À l'époque de l'Empire romain, l'Égypte fournissait à elle seule environ un tiers du blé nécessaire à l'Empire, soutenant ainsi les conquêtes et l'expansion romaine à travers la Méditerranée. Aujourd'hui encore, au XXIe siècle, le Nil permet à l'Égypte de se classer parmi les 5 premiers producteurs mondiaux de divers produits agricoles, incluant les artichauts, les oignons, les dattes et l'ail. Mais dans le désert du Sahara, où les précipitations sont exceptionnellement rares, y compris en Égypte, 97% de toutes les ressources en eau du pays, indispensables pour ses 105 millions d'habitants et leurs activités agricoles, dépendent exclusivement du Nil. Sans cette ressource vitale, l'Égypte serait réduite à une étendue aride sous le soleil brûlant du Sahara.
Le Nil est véritablement l'âme de l'Égypte, et toute menace contre ce fleuve est perçue par le gouvernement au Caire comme une menace existentielle pour la nation elle-même. Pendant des millénaires, le Nil a fourni sans encombre ses eaux vitales à l'Égypte, jusqu'à ce que la situation commence potentiellement à changer il y a un peu plus d'une décennie, en 2011. Bien que le Nil soit essentiel pour l'Égypte, les sources du fleuve ne se trouvent pas sur son territoire. Avant d'arriver en Égypte, le Nil parcourt des milliers de kilomètres à travers 10 autres pays. Il n'y a pas de point de départ unique. Il est principalement formé par deux affluents, le Nil blanc et le Nil bleu. Ces deux cours d'eau sont eux-mêmes alimentés par différentes sources réparties sur plusieurs nations, ce qui complexifie la gestion et le partage de ces ressources. Le Nil blanc puise ses eaux des grands lacs africains, prenant sa source en Ouganda, tandis que le Nil bleu commence dans les hauts plateaux éthiopiens, une région pluvieuse et majoritairement alpine, constituant la plus vaste étendue en altitude du continent africain. Durant la saison des moussons de l'océan Indien, de juin à septembre, les montagnes éthiopiennes captent l'humidité des vents marins, provoquant souvent le débordement du lac Tana, situé dans le nord-ouest de l'Éthiopie. L'eau déversée dans le Nil bleu crée alors une crue qui se propage en aval jusqu'en Égypte et se déverse dans la Méditerranée. Ce phénomène saisonnier a longtemps fasciné les civilisations anciennes et classiques en Égypte, notamment parce que l'été coïncide avec la période la plus sèche de l'année en Méditerranée, où les précipitations sont les plus rares. Les crues estivales du Nil bleu érodent d'importantes quantités de sol fertile des hauts plateaux éthiopiens tempérés, transportant ce limon en aval. Ce limon est ensuite déposé sur les plaines inondables égyptiennes, agissant comme un engrais naturel lorsque les eaux du Nil inondent ces terres. Finalement, le Nil bleu et le Nil blanc se rejoignent à Khartoum, dans le Soudan moderne, formant ainsi le Nil qui continue son parcours à travers l'Égypte jusqu'au delta et à la Méditerranée. Toutefois, ces deux affluents contribuent à des niveaux d'eau considérablement différents, influençant ainsi le régime hydraulique du Nil en aval en Égypte. Durant la saison des moussons de l'océan Indien, le Nil bleu, en crue, fournit jusqu'à 85% de toute l'eau qui parvient en aval en Égypte. En moyenne annuelle, le Nil est à l'origine de 59% du volume d'eau traversant l'Égypte. Le Nil blanc contribue pour sa part aux 41% restants. Ainsi, la majorité de l'eau alimentant le Nil en Égypte, et par extension toute la civilisation égyptienne, prend sa source dans les hauts plateaux éthiopiens, situés à plus de 1200 km au sud de la frontière sud de l'Égypte contemporaine. Au XXIe siècle, l'Éthiopie cherche à tirer parti de son avantage géographique pour stimuler son propre développement et accroître sa prospérité. Le Nil bleu, descendant abruptement des montagnes des hauts plateaux éthiopiens, transporte des eaux rapides, riches en énergie cinétique. Si cette situation présente des défis pour la navigation commerciale, elle est en revanche idéale pour la production d'énergie hydroélectrique, offrant ainsi à l'Éthiopie une ressource précieuse pour son développement énergétique. Depuis des décennies, l'Éthiopie envisage de construire des barrages hydroélectriques sur son tronçon du Nil bleu. Toutefois, ces projets ont constamment rencontré l'opposition des gouvernements égyptiens successifs. En Égypte, la préoccupation majeure réside dans la crainte que la construction de ces barrages par l'Éthiopie puisse réduire ou interrompre les flux d'eau essentiels du Nil en aval, mettant ainsi en péril la survie même de l'État égyptien. Cette tension illustre parfaitement les défis complexes de la gestion transfrontalière des ressources en eau dans une région où l'eau est un bien extrêmement précieux. En 1978, face au projet de l'Éthiopie de construire un barrage sur le Nil bleu avec l'aide de l'Union soviétique, le président égyptien de l'époque, Anwar Sadat, a exprimé sa ferme opposition en déclarant « Nous n'allons pas attendre de mourir de soif en Égypte, nous irons en Éthiopie et mourrons là-bas à la place ». Cette période a été marquée par une forte tension entre les deux pays, exacerbée par le fait que l'Égypte s'appuyait sur une série de traités internationaux, souvent conclus avec des puissances occidentales, pour maintenir un contrôle quasi exclusif sur les eaux du Nil, y compris sur l'utilisation de ces eaux au-delà de ses frontières. Cette politique a longtemps limité les options de développement des pays en amont, comme l'Éthiopie. En 1929, peu après son indépendance formelle vis-à-vis du Royaume-Uni, l'Égypte a conclu un traité avec la Grande-Bretagne, connu sous le nom de traité anglo-égyptien de 1929. À cette époque, malgré l'indépendance de l'Égypte, la Grande-Bretagne maintenait un contrôle crucial sur le canal de Suez, artère stratégique reliant la mer Méditerranée à la mer Rouge. Ce canal était essentiel pour les Britanniques, car il leur offrait la route la plus rapide vers l'Inde, la perle de l'Empire britannique. Afin de stabiliser et satisfaire l'Égypte, tout en conservant leur emprise sur le canal de Suez, les Britanniques ont négocié un traité qui accordait à l'Égypte et au Soudan des droits exclusifs sur les eaux du Nil. Le traité conférait également à l'Égypte le droit de veto sur tout projet de construction le long du Nil ou de ses affluents dans les 10 autres pays riverains qui pourraient affecter le flux d'eau en aval vers l'Égypte. Ce traité a ainsi solidifié la position dominante de l'Égypte sur les ressources en eau du Nil, une position qu'elle a cherché à maintenir malgré les changements géopolitiques ultérieurs.
Essentiellement, le Royaume-Uni a reconnu la domination complète de l'Égypte sur l'ensemble du fleuve Nil en échange de leur propre contrôle situé sur le canal de Suez. Pendant ce temps, les pays africains comme l'Éthiopie, qui étaient indépendants et libres du colonialisme à l'époque, n'ont pas été pris en compte. Leur opinion était simplement ignorée et ils n'étaient pas invités à participer à aucune des négociations. En conséquence, l'Éthiopie ne considère pas ce traité comme valide et a insisté pendant des décennies sur le fait qu'ils conservent réellement le droit de construire des barrages hydrauliques à travers le Nil bleu sur leur propre territoire souverain pour les aider à générer plus d'énergie. L'Égypte a vigoureusement contesté cette position, arguant que les Éthiopiens n'avaient pas ce droit selon le traité de 1929 qu'ils avaient signé avec la Grande-Bretagne. Toutefois, un événement survenu en 2011 a finalement donné aux Éthiopiens la chance de contester cette ancienne dynamique. Cette année-là, le printemps arabe a déclenché une vague de révolution et d'instabilité à travers le monde arabe, confrontant des dirigeants de longue date à des populations exigeantes et assoiffées de changement. En Égypte, Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 30 ans, n'a pas échappé à cette vague révolutionnaire. Renversé par des millions de manifestants et une armée désormais hostile, son régime a chuté. Seulement, quelques semaines après la fin de son long règne, et alors que l'Égypte était encore plongée dans une révolution chaotique, le gouvernement éthiopien a vu dans ce chaos une opportunité. Ils ont alors annoncé le début de la construction d'un projet de barrage hydroélectrique sans précédent sur le Nil bleu, profitant de l'instabilité au Caire pour avancer leur plan. Il deviendrait connu sous le nom de Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne, ou GERD, acronyme de son nom anglais. À ce moment, l'Égypte plongée dans le chaos n'était pas en mesure de résister efficacement à ce projet. Le GERD, par son envergure, impressionne. Il est destiné à devenir la plus grande centrale hydroélectrique de l'Afrique, et l'une des 20 plus grandes au monde. Avec ses 13 turbines, il est prévu de générer plus de 5000 MW d'électricité une fois en pleine capacité. Ce barrage a le potentiel de plus que doubler la production électrique de l'Éthiopie, offrant un accès à l'électricité à près de la moitié de la population du pays qui vit actuellement sans électricité. Mais les bénéfices du GERD ne se limiteraient pas uniquement à la production d'électricité. La quantité d'énergie générée serait si importante que l'Éthiopie pourrait envisager d'exporter l'excédent vers les pays voisins, augmentant ainsi ses revenus de manière significative. Cette énergie supplémentaire permettrait à des dizaines de millions d'Africains d'accéder à l'électricité pour la première fois, générant des milliards de dollars de revenus additionnels pour le gouvernement éthiopien. De plus, une fois rempli à sa capacité maximale, l'immense réservoir derrière le GERD, presque la moitié de la taille de Rhode Island, offrirait d'importantes ressources en eau. Celles-ci pourraient être utilisées pour étendre les pratiques d'irrigation et agricole de l'Éthiopie, transformant radicalement le paysage agricole éthiopien. L'Éthiopie avance que le GERD contribuerait non seulement à son développement, mais aussi à celui des pays en aval comme le Soudan et l'Égypte, en régulant mieux le débit du Nil bleu. Ce contrôle accru du flux réduirait les risques d'inondation qui affectent l'agriculture de ces pays et prolongerait la durée de vie de leurs barrages en retenant les sédiments potentiellement nuisibles. En outre, l'Éthiopie est un pays d'une grande diversité ethnique et linguistique, abritant plus de 80 groupes ethniques et des dizaines de langues différentes. Malgré ses défis internes, notamment des luttes et guerres civiles tout au long de son histoire moderne, la construction du GERD est devenue un symbole d'unification nationale. Le projet mobilise les 120 millions d'Éthiopiens, devenant un point de ralliement transcendant les différences ethniques et linguistiques. Le barrage est perçu comme un vecteur essentiel pour sortir des millions d'Éthiopiens de la pauvreté et propulser les pays dans l'ère industrielle du XXIe siècle, unifiant ainsi la nation autour d'un objectif commun de progrès et de développement. Alors que le GERD était de plus en plus perçu en Éthiopie comme une nécessité vitale pour surmonter la pauvreté et les divisions internes, il commençait simultanément à être vu comme une menace existentielle pour l'Égypte. La construction du barrage achevé en 2020 signifiait que les Éthiopiens commenceraient à retenir les eaux du Nil bleu pour remplir l'immense réservoir derrière le barrage, presque aussi grand que la Corse. La principale préoccupation pour l'Égypte résidait dans le calendrier de remplissage de ce réservoir. Combien de temps cela prendrait-il ? Cette incertitude alimentait les craintes en Égypte, où le Nil est une source vitale pour l'agriculture, l'énergie et la vie quotidienne de millions de personnes. Si l'Éthiopie choisissait de prendre son temps pour remplir le réservoir du GERD, étalant le processus sur plusieurs décennies comme l'Égypte l'avait initialement suggéré, seule une petite quantité d'eau du Nil serait retenue chaque année. Ainsi, la majeure partie de l'eau continuerait de couler vers l'Égypte. En revanche, si l'Éthiopie optait pour un remplissage rapide du réservoir, en environ 5 ans, une grande quantité d'eau du Nil bleu serait retenue annuellement durant cette période, réduisant considérablement les réserves d'eau disponibles pour l'Égypte. La situation pourrait devenir encore plus critique pour l'Égypte si une sécheresse imprévue survenait, réduisant les apports du Nil blanc tout en continuant à retenir l'eau du Nil bleu pour le remplissage du réservoir. Dans un tel scénario, l'Égypte pourrait faire face à des réductions drastiques de ses approvisionnements en eau jusqu'à ce que le réservoir du GERD soit entièrement rempli.
Si le scénario de remplissage rapide du réservoir du Gerd se concrétise, les conséquences dépasseront largement les besoins en eau potable des 105 millions d'Égyptiens et les ressources limitées destinées à l'irrigation agricole. Le barrage d'Assouan, situé dans le sud de l'Égypte, est un autre point critique. Construit dans les années 1960 sur le Nil, il a donné naissance au lac Nasser, un immense réservoir qui fournit une quantité substantielle d'hydroélectricité, à hauteur de 2100 MW, couvrant environ 12% des besoins énergétiques de l'Égypte. Toutefois, si le Gerd retient une grande quantité d'eau du Nil bleu pour remplir son réservoir, il pourrait en résulter une baisse des niveaux d'eau du lac Nasser. Cette diminution, combinée à la forte évaporation due au climat désertique, pourrait réduire significativement la capacité de production hydroélectrique du barrage d'Assouan, mettant ainsi en péril une source d'énergie vitale pour l'Égypte et exacerbant les tensions régionales autour des ressources en eau. Si les niveaux d'eau du lac Nasser diminuent, la capacité du barrage d'Assouan à produire de l'électricité serait directement affectée. Moins d'eau disponible pour alimenter les turbines signifierait une réduction de la production d'hydroélectricité, obligeant ainsi l'Égypte à se tourner vers des sources d'énergie plus coûteuses comme le charbon, le gaz ou le pétrole pour compenser cette perte. Cette situation aggraverait la crise économique déjà préoccupante dans le pays. Une étude environnementale de 2021 illustre l'ampleur du problème. Si l'Éthiopie remplissait le réservoir du Gerd en 5 ans sans mesure d'atténuation par l'Égypte, cette dernière pourrait subir une perte estimée à 28 milliards de dollars en production agricole. Même un calendrier de remplissage étendu sur 10 ans entraînerait une perte substantielle, environ 17 milliards de dollars pour l'agriculture égyptienne. Ces pertes économiques seraient dévastatrices pour l'Égypte, soulignant la gravité des enjeux liés à la gestion des ressources en eau du Nil. L'Égypte, confrontée à un manque de terres agricoles autour du Nil, est devenue le plus grand apportateur mondial de blé. En 2022, environ 62% de la consommation de blé en Égypte provenait de l'étranger, et 85% de ce blé était importé uniquement de Russie et d'Ukraine. Ces deux pays, engagés dans le plus grand conflit terrestre du XXIe siècle en Europe, ont vu leur exportation de blé gravement perturbée, ce qui a eu un impact direct sur l'Égypte, qui dépend fortement de ses importations pour nourrir sa population en augmentation. Par ailleurs, un employé égyptien sur 5 trouve son travail dans le secteur agricole. De massives pertes agricoles, résultant d'un remplissage rapide du réservoir du Gerd par l'Éthiopie, pourraient conduire à une augmentation significative du chômage. Actuellement, le taux de chômage en Égypte dépasse les 9%, presque le triple de celui observé en Éthiopie. Cela pourrait aggraver une situation déjà tendue dans un pays qui lutte contre des défis économiques considérables. Plus de la moitié des 105 millions d'habitants de l'Égypte sont nés après 1998, soit il y a seulement 25 ans. Et un peu plus de 4% de la population a plus de 65 ans et est à l'âge de la retraite. Ainsi, la population égyptienne a plus que doublé au cours des 30 dernières années, donnant au pays l'une des populations les plus jeunes du monde. Le problème est qu'il n'y a tout simplement pas assez d'emplois pour tous ces jeunes. La compétition pour les rares opportunités disponibles est féroce, et la croissance rapide de la population exerce une pression accrue sur les ressources limitées en eau et en nourriture. De plus, des millions de jeunes chômeurs représentent une menace potentielle de stabilité pour tout gouvernement en place. Des jeunes sans emploi et désespérés ont le temps et la volonté de mener des révolutions susceptibles de renverser leur sort, comme ce fut le cas lors de la dernière révolution en 2011, lorsque le taux de chômage avait atteint les 12%. Les pressions démographiques fragiles en Égypte pourraient être exacerbées par le remplissage du réservoir du Gerd par l'Éthiopie, car cela pourrait limiter les ressources en eau et agricoles égyptiennes, augmentant le taux de chômage. Face à cette situation, l'Égypte a initialement exigé que l'Éthiopie prenne entre 12 et 21 ans pour remplir le réservoir, et réclame actuellement un délai de 11 ans. Ce délai prolongé est difficile à accepter pour l'Éthiopie, car cela signifierait de ne pas exploiter le barrage pour produire de l'électricité pendant une longue période, ce qui entraînerait une perte de milliards de dollars en revenus et en productivité et retarderait leur développement. Comme mentionné précédemment, c'est là le choc des besoins. Ce qui est une nécessité vitale pour un pays est perçu comme une menace existentielle pour l'autre, rendant les négociations particulièrement complexes et tendues. Depuis 2020, l'Éthiopie s'est positionnée sur un plan de 7 ans pour remplir le réservoir du Gerd, ce qui a créé des tensions importantes avec l'Égypte. Les principales divergences entre les deux pays portent sur la gestion des périodes de sécheresse durant le remplissage du réservoir et sur la résolution des désaccords. L'Égypte demande que l'Éthiopie s'engage formellement à libérer suffisamment d'eau en aval durant les sécheresses pour assurer le fonctionnement de ses ressorts hydriques, ce que l'Éthiopie a refusé, n'ayant même pas accepté de définir clairement ce qui constituerait une période de sécheresse. De plus, l'Égypte souhaite qu'un accord incluant elle, l'Éthiopie et le Soudan soit établi autour du Gerd, avec un mécanisme de résolution des litiges juridiques contraignants. Cependant, l'Éthiopie a rejeté cette demande, préférant des mécanismes de résolution des conflits non contraignants.
L'Égypte et le Soudan ont régulièrement sollicité l'intervention des médiateurs tiers, tels que les Nations Unies, les États-Unis, l'Union européenne et plus récemment l'Union africaine, pour faciliter les discussions avec l'Éthiopie concernant le GERD. Cependant, l'Éthiopie a refusé de considérer ces médiateurs. Après l'achèvement de la construction du barrage en 2020, l'Éthiopie a pris la décision unilatérale de commencer le premier remplissage du réservoir durant la saison des moussons de juillet, période où le débit du Nil bleu est à son maximum. En réaction à ce qu'elle considérait comme une démarche unilatérale de l'Éthiopie, sans négociation préalable avec l'Égypte, les États-Unis ont décidé de réduire leur aide étrangère à l'Éthiopie de 100 millions de dollars. Un an plus tard, en juillet 2021, l'Éthiopie a de nouveau procédé à un remplissage unilatéral du réservoir du barrage durant la saison des moussons. Quelques mois après, le Soudan et l'Égypte ont porté l'affaire devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, cherchant de l'aide pour la première fois. Puis, en juillet 2022, l'Éthiopie a entrepris son troisième, jusqu'à présent, plus important remplissage unilatéral du réservoir. À ce stade, l'Égypte et le Soudan semblent manquer de moyens efficaces pour influencer l'Éthiopie à modifier sa position. Ils ont probablement épuisé toutes les options diplomatiques au cours des 12 dernières années d'efforts et ne disposent pas de levier financier pour exercer une pression sur l'Éthiopie. Bien que les 3 phases de remplissage du réservoir par l'Éthiopie durant les saisons des pluies de 2020 à 2022 n'aient pas provoqué de conséquences aussi désastreuses que l'Égypte le redoutait, la situation pourrait encore se détériorer. Il est à noter que les années 2019 et 2020 ont été particulièrement humides et pluvieuses pour l'Égypte, ce qui a quelque peu atténué les impacts des premiers remplissages effectués par l'Éthiopie. De plus, ils n'anticipent pas achever le remplissage du réservoir du GERD avant 2027, ce qui signifie qu'au moins 5 autres cycles de remplissage sont prévus d'ici là. Si une sécheresse venait à frapper l'Égypte ou le Soudan durant les 5 prochaines années, tout en continuant le remplissage selon leur calendrier, le gouvernement égyptien pourrait se retrouver dans une crise sévère sans capacité à négocier ou à exercer une influence financière. Face à une telle situation, l'Égypte aurait essentiellement 2 options: rester passive et observer les conséquences sur sa stabilité interne, ou envisager une intervention militaire contre l'Éthiopie et le GERD. Théoriquement, le haut commandement égyptien pourrait autoriser des avions de chasse, des bombardiers ou des missiles de croisière pour effectuer un raid. Ces forces pourraient traverser le Soudan, qui serait probablement favorable à une telle opération, et frapper le GERD, situé seulement à 40 km de la frontière soudanaise. Effectivement, opter pour une action militaire contre l'Éthiopie serait extrêmement risqué et pourrait avoir des conséquences dangereuses, non seulement sur le plan militaire, mais aussi diplomatique et humanitaire. Sur le plan militaire, l'armée de l'air égyptienne est nettement supérieure à celle de l'Éthiopie. L'Éthiopie s'appuie principalement sur des avions de combat soviétiques vieillissants, tels que les MiG-23 et Su-27, qui sont en nombre limité et technologiquement dépassés par rapport aux standards actuels. En comparaison, l'armée de l'air égyptienne dispose d'un arsenal bien plus moderne et diversifié, avec plus de 200 chasseurs F-16 américains qui sont parmi les avions de combat les plus éprouvés au monde, et une flotte de Rafale français récemment acquis. L'Égypte possède des capacités aériennes avancées. De plus, avec des commandes supplémentaires en cours pour renforcer leur flotte, l'Égypte maintient une force aérienne prête et capable de mener des opérations complexes. Il est techniquement possible que l'Égypte possède la capacité de frapper et potentiellement de détruire le GERD si elle choisit de prendre cette mesure extrême. Une telle frappe réussie pourrait théoriquement détruire le barrage et permettre aux eaux de revenir en amont vers le lac Nasser en Égypte, soulageant temporairement les conditions de sécheresse. Cependant, les implications d'une telle action seraient graves et complexes. Une attaque contre le GERD serait vue comme un acte de guerre majeur par l'Éthiopie, déclenchant des représailles et une condamnation internationale. Cela mettrait en péril la sécurité régionale et pourrait isoler l'Égypte sur la scène internationale. De plus, la destruction d'un projet de 5 milliards de dollars qui symbolise des années d'efforts et l'espoir d'un avenir énergétique stable pour une grande partie de la population éthiopienne aurait des répercussions dévastatrices. Les pertes en vie humaine qui pourraient résulter d'une telle attaque ajouteraient à l'horreur et exacerberaient les tensions régionales. Internationalement, une telle action placerait l'Égypte dans une position de paria, confrontée à d'importantes répercussions diplomatiques et potentiellement à des sanctions. Des sanctions financières internationales sévères contre l'Égypte seraient probablement inévitables suite à une attaque contre le GERD, et un conflit armé avec l'Éthiopie, peuplé de 120 millions d'habitants, serait presque certain. En effet, le président éthiopien Abiy Ahmed avait déjà évoqué en 2019 la possibilité de mobiliser des millions de personnes pour défendre le barrage contre l'Égypte. Ainsi, même si une frappe militaire pourrait temporairement atténuer les effets de la sécheresse pour l'Égypte, les conséquences à long terme pourraient gravement compromettre la stabilité et la viabilité du pays. La guerre et les sanctions économiques représentent des fardeaux lourds pour tout État, et seraient particulièrement dévastateurs pour l'Égypte qui fait déjà face à d'importants défis démographiques et de ressources.
Néanmoins, un pays confronté à une menace existentielle peut se sentir contraint de prendre des mesures désespérées. La situation entre l'Égypte et l'Éthiopie reste donc extrêmement tendue, avec des risques accrus que l'Égypte décide de prendre des mesures radicales si aucune solution diplomatique n'est trouvée. D'ailleurs, beaucoup de personnages politiques ont déjà prédit que, tôt ou tard, l'Égypte aura à faire ce choix critique. It's a very dangerous situation because Egypt is not going to be able to live that way. And they'll end up blowing up the dam. And I said it, and I say it loud and clear. They'll blow up that dam, and they have to do something. Because they could have stopped it. They should have stopped it long before it was started. I said, how do you let it get built, and then you say they have a dam? في النهاية أنا بقول لكم تاني وبقول للأشقاء في أثيوبيا بلاش إن إحنا نصل لمرحلة إنك أنت تمس نقطة مية من مصر. لأن الخيارات كلها مفتوحة. À l'avenir, l'Éthiopie pourrait prendre d'autres mesures unilatérales en construisant encore plus de barrages le long du Nil bleu sans consulter aucun de ses voisins. Le Gerd est spécifiquement un barrage hydroélectrique sans aucun usage prévu pour l'irrigation, ce qui signifie qu'après que le réservoir du barrage soit fini d'être rempli, l'Éthiopie ne retiendra plus d'eau se dirigeant plus en aval vers l'Égypte. Cependant, les futurs barrages envisagés pour l'irrigation pourraient continuer à détourner de l'eau même après que leur réservoir soit plein, réduisant de manière permanente le flux en aval vers l'Égypte. Avec les effets du changement climatique qui menacent les ressources en eau à travers l'Afrique, il y a aussi un risque d'inondation catastrophique, semblable à celle survenue au Pakistan en 2022, qui pourrait survenir dans le bassin du Nil si des barrages en amont étaient endommagés, provoquant des inondations destructrices en aval. Actuellement, il n'existe aucun cadre formel de négociation entre l'Éthiopie et les pays en aval comme le Soudan et l'Égypte pour aborder une crise potentielle liée au Gerd. Alors que l'Éthiopie continue de remplir le réservoir du Gerd de manière unilatérale et envisage la construction de nouveaux barrages, l'Égypte, très dépendante de l'eau du Nil et vulnérable à ses actions unilatérales, fait face à un risque accru d'escalade militaire. Cette tension croissante pourrait aboutir à des conflits majeurs dans le bassin du Nil. Les points de déclenchement d'un tel conflit semblent déjà en place. Depuis des décennies, l'Éthiopie et le Soudan se disputent la propriété du triangle d'Al-Fasca, une zone agricole fertile située près du Guerk et de son réservoir. En 2008, un accord avait été conclu, permettant aux agriculteurs éthiopiens de cultiver la terre tout en laissant le Soudan exercer l'autorité administrative. Cet accord s'est effondré à la fin de 2020, quand la guerre a éclaté en Éthiopie avec la rébellion de la région du Tigre contre le gouvernement central à Addis Abeba. Profitant de la situation de guerre civile et du chaos en Éthiopie, le Soudan a expulsé les agriculteurs éthiopiens du triangle d'Al-Fasca pour consolider son contrôle sur la région. En juin 2022, les tensions ont éclaté lorsque l'armée éthiopienne a ouvert le feu, tuant 7 soldats soudanais et un civil, exacerbant ainsi les tensions entre les deux nations. Alors que le conflit dans la région du Tigré s'intensifiait, devenant le plus meurtrier du XXIe siècle en Éthiopie, le gouvernement central a commencé à accuser l'Égypte de fournir secrètement des armes, des munitions et des fournitures aux forces rebelles du Tigre et à d'autres groupes armés opposés au gouvernement éthiopien. Ces accusations ont ajouté une couche supplémentaire de complexité et de tension aux relations déjà tendues entre l'Égypte et l'Éthiopie, notamment autour de la gestion et du contrôle du Nil. La guerre du Tigre, qui s'est étendue de 2020 à 2022, a évolué en une sorte de guerre par procuration, le gouvernement égyptien étant prétendument impliqué dans le soutien aux rebelles dans le but de renverser le gouvernement éthiopien. L'objectif égyptien aurait été d'installer un nouveau gouvernement plus enclin à négocier sur le Gerd et l'avenir du Nil. Toutefois, en 2022, l'intensité du conflit a atteint des niveaux sans précédent dans le siècle, marqués par des actes de génocide et de nettoyage ethnique commis par toutes les parties impliquées. L'armée érythréenne soutenant le gouvernement éthiopien a envahi la région du Tigré, tandis que les forces rebelles du Tigré ont failli repousser l'invasion et ont même menacé de prendre la capitale éthiopienne, Addis Abeba. Des centaines de milliers de troupes ont été mobilisées des deux côtés dans le conflit du Tigré, qui, après 2 ans de guerre presque génocidaire, a vu environ 600 000 personnes perdre la vie, devenant ainsi le conflit le plus meurtrier du XXIe siècle. Cette tragédie massive a cependant reçu peu d'attention médiatique mondiale, particulièrement en Occident, car en 2022, simultanément à ce conflit, l'invasion de l'Ukraine par la Russie captivait l'attention internationale, détournant les projecteurs de la crise en Éthiopie. Pour la population d'Éthiopie et d'Érythrée, la guerre du Tigré a été un événement encore plus catastrophique que la situation en Ukraine. Ce conflit est peut-être le plus sombre épisode de conflit humain du XXIe siècle jusqu'à présent, et il est intrinsèquement lié au sujet abordé dans cette vidéo.
En conclusion, la complexité des relations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan autour du grand barrage de la Renaissance éthiopienne, Gerd, reflète des défis géopolitiques et environnementaux persistants dans la région des ressources en eau du Nil. La guerre du Tigré, qui a exacerbé ces tensions, n'est qu'une manifestation des conflits régionaux, pouvant surgir lorsque les ressources vitales comme l'eau sont en jeu. Cette guerre, jugée par certains comme le conflit le plus meurtrier du XXIe siècle en Éthiopie, a mis en lumière la vulnérabilité des nations face à des crises internes amplifiées par des intérêts externes. L'implication présumée de l'Égypte dans le conflit du Tigré soulève des questions sur le rôle des nations dans l'escalade ou la résolution des conflits régionaux, tandis que l'Éthiopie continue de développer son infrastructure hydroélectrique pour répondre à ses besoins de développement, l'Égypte fait face à la perspective de réduction d'eau, exacerbant ses propres problèmes de sécurité alimentaire et économique. Ce tableau complexe rappelle l'importance cruciale de la diplomatie internationale et de la coopération entre les pays partageant le même bassin fluvial. Des efforts concertés sont nécessaires pour éviter que de telles crises ne dégénèrent en conflits ouverts, menaçant la stabilité régionale et la paix. Les accords sur l'utilisation de l'eau doivent être équilibrés et justes, intégrant les besoins et les préoccupations de tous les pays riverains. Le défi pour l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan, ainsi que pour la communauté internationale, est de trouver des voies de collaboration qui non seulement préviendront les conflits futurs, mais favoriseront également le développement durable et équitable de toute la région. Comprendre et aborder ces enjeux complexes nécessitera un engagement continu et une volonté de résoudre pacifiquement les différends pour le bien de tous les peuples concernés. Merci d'avoir regardé cette analyse approfondie et je vous invite à continuer la discussion dans les commentaires pour explorer ensemble des solutions possibles à ces enjeux pressants. Nous continuerons d'explorer ces situations géographiques, géopolitiques et bien d'autres sujets dans les semaines à venir. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un like et vous pouvez cliquer ici pour découvrir notre dernière vidéo sur ce qu'il se cache sous la forêt amazonienne. Merci de nous avoir regardés et à très bientôt.